Bien, bonjour à tout le monde. Je voulais tout d'abord remercier Emmanuel Catteau et toute l'équipe qui a donc contribué à la réalisation de l'organisation de ces journées. Je pense qu'ils ont pris un risque inconsidéré en faisant venir un zoologue pour vous parler un peu de la gestion notamment de la végétation en zone humide. Je serai peut-être un petit peu iconoclaste, mais c'est un peu dans mon tempérament, donc on va essayer de faire avec. Donc la thématique, ce sont les impacts croisés de la consommation primaire, donc sur les trajectoires de la végétation. Ce que j'aimerais, c'est qu'en fin de parcours, vous ayez tous bien assimilé le fait qu'il n'y a de végétation herbacée que parce qu'il y a des herbivores pour les manger, qu'il y a une espèce de coévolution finalement entre ces végétations herbacées et l'herbivorie. J'ai juste sur ce dossier juste que 40 ans d'expérience, donc à niveau de l'échelle écologique, c'est tout à fait insuffisant. J'en ai bien conscience donc d'avoir encore énormément de choses à apprendre sur ce domaine donc de l'interface entre les herbivores, la biodiversité et toutes les fonctionnalités donc associées à l'herbivorie. Je vais faire d'abord quelques constats avec vous, si vous me permettez. Si vous voulez, en tant que zoologue, je considère que la végétation, en fait, a une espèce de moteur. Ce moteur, c'est la compétition pour la lumière, où les végétaux vont prendre de la hauteur, inventer un tissu particulier qui s'appelle le bois, pour toujours aller plus haut. Et on va avoir comme ça un certain nombre de végétations qui peuvent se succéder dans un espace où il n'y aura pas d'action antagoniste, qui nous permettra donc d'aller de strates relativement basses vers des strates relativement hautes. Ça, vous connaissez ça par cœur, donc je vais pas. C'est une schématisation, bien sûr, avec des quantités de variantes liées à des blocages, liées à des facteurs catastrophiques comme le feu, ou liées aussi aux conditions hydriques, l'importance des sols, leur nature, etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est de rappeler que ces stades, en fait, présentent tous de l'intérêt en termes de biodiversité et de fonctionnalité. Et j'insiste sur l'importance, en fait, de mosaïques pour un certain nombre d'éléments de la faune qui, contrairement à un végétal, en général, il bouge assez peu. Un animal peut avoir besoin de plusieurs facettes, finalement, d'un écosystème. Un pour se reproduire, un pour se reposer, un pour se nourrir, etc. Donc, il peut y avoir un pour grandir, pour des juvéniles. Enfin, donc voilà, la complexité de la faune oblige à avoir un regard plus large, si vous voulez, en ce qui concerne cette diversité des milieux. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'extension d'un stade au détriment des autres peut nuire également à cet intérêt. Et beaucoup de gestionnaires en fait, de zones humides se retrouvent confrontés à cette problématique. Pourquoi gérer la dynamique de la végétation? Eh bien, en fait, la biodiversité des milieux ouverts est très importante. Je me suis amusé à prendre un ouvrage de référence pour le nord de la France, le Grand-Duché du Luxembourg et la Belgique. Et j'ai compté en fait les nombres d'espèces des milieux ouverts, des milieux plus fermés, etc. Et en fait, vous voyez que vous avez 63% donc, des espèces de milieux ouverts et seulement 15% pour des milieux plus fermés, des milieux forestiers. Et en fait, je pense que dans notre monde actuel, nous avons ce qu'on appelle le diktat de la charrue, c'est-à-dire là où la charrue passe, la végétation herbacée trépasse en général, et là où elle ne passe pas, eh bien, on va souvent rencontrer des situations de déprise agricole, d'abandon, qui vont se traduire après par une évolution vers un embroussaillement, puis un boisement, à moins que le boisement soit, je dirais, délibéré et qu'on l'accélère donc par la plantation. Donc en fait, on est en train de perdre des pans importants de diversité, notamment tout ce qui est lié au milieu ouvert, végétation, mais aussi toute la faune comprise. Il faut savoir qu'il y a quand même un support important donc, pour la faune de tous ces milieux ouverts, de pelouses, de landes, d'alpages, etc. Donc, et ces processus d'évolution vont beaucoup plus vite donc, en milieu humide du fait de la forte productivité donc, de ces espaces en général. Petit rappel sur la notion de climax. C'est un climax qui, pour moi, en tant que géologue, est un petit peu réducteur s'il ne repose que sur une trilogie qui se fait la trilogie climat, sol, végétation,
puisque ça ne va pas prendre en compte la faune. La faune, c'est à peu près 80% de la biodiversité. Donc c'est un petit peu, je dirais, gênant, disons, de ne pas prendre en compte le poids de la faune, et en particulier l'herbivorie. Dans les discours que l'on entend, cela va induire souvent une confusion entre ce qu'on appelle une évolution naturelle, c'est-à-dire un écosystème qui serait complet, et une évolution spontanée, c'est-à-dire un écosystème qui va être amputé de certaines de ses fonctionnalités, dont l'herbivorie. Et en fait, on peut considérer que la pression de pâturage est en fait un facteur antagoniste donc, de la seule dynamique de la végétation dans son contexte pédoclimatique. Donc les écosystèmes, au bout du compte, sont des échiquiers complexes. Leurs composantes sont en coévolution permanente, jamais achevées, qui glissent donc de l'un vers l'autre au gré des fluctuations climatiques. D'une façon générale, il y a une coévolution donc, entre les systèmes herbacés faits pour être broutés et les herbivores faits pour brouter. Donc l'homme, en détruisant partiellement, parfois totalement, ou en introduisant donc, des espèces d'herbivores dans différents écosystèmes, va jouer donc un rôle de plus en plus important dans toutes ces dynamiques et ces relations donc, entre herbivores et biodiversité, et bien sûr les fonctionnalités associées. Le second constat que je vous propose de faire, c'est le côté de l'universalité spatio-temporelle de l'herbivorie. J'aurais presque tendance à parler, Bruno, d'invariance, puisque en fait, on a dans l'espace et dans le temps une certaine forme de naturalité de l'herbivorie. Vous savez tous qu'à l'ère secondaire, il y avait des tyrannosaures, mais les tyrannosaures, ils étaient un peu carnassiers, donc il fallait quand même, entre la végétation et la dent du carnassier, mettre un petit peu de proie entre les deux, et une majorité donc, de ces reptiles étaient quand même des herbivores. Donc on a déjà de l'herbivorie, si vous voulez, qu'on va retrouver donc, dans les aires qui vont suivre. Et on a en fait beaucoup d'écosystèmes terrestres non altérés qui fonctionnent avec des herbivores en situation très variées, des milieux très froids, de toundra avec des yaks, des rennes, etc., des milieux désertiques, des milieux de montagne, des milieux humides, des milieux voilà, de forestiers, etc. On a quand même presque tous les écosystèmes ont leurs herbivores, placentaires, mais aussi marsupiaux, hein, donc sur d'autres continents. Alors il y a un écologue qui s'appelle Owen Smith, donc, qui a défini en fait 3 niveaux d'herbivorie selon le gabarit. Les petits, c'est les moins de 100 kg. Les grands, pardon, ce sont ceux qui vont de 100 kg à 1 tonne. Donc c'est là qu'on va retrouver l'essentiel de nos bovins, des grands cervidés, des chevaux, des ânes, etc. Et puis les méga herbivores, donc au-delà d'1 tonne. Donc ce sont tout ce qui est éléphant, rhinocéros, girafe, hippopotame. Il faut savoir que l'herbivorie n'est pas que le fait des mammifères. On peut également avoir aussi des reptiles. Par exemple, dans beaucoup d'îles de l'océan Indien ou de l'océan Pacifique, on avait donc des grosses tortues, des tortues un peu à caractère éléphantine, donc qui faisaient le job en fait de maintenir des milieux ouverts. Du côté de l'île de Rodrigue, près de l'île Maurice, on introduit, puisque ces tortues-là ont disparu, on introduit donc des tortues rayonnées de Madagascar pour essayer de retrouver la fonctionnalité en fait, des tortues brouteuses donc, dans ce type d'espace. En Europe, on a une diversité donc, qui va être fortement altérée par la disparition, la raréfaction de diverses espèces, hein, en partie seulement compensée par les espèces domestiques qui en sont leurs descendants. Donc le tarpan a disparu, mais on a des chevaux. L'aubrac a disparu, mais on a des bovins. Par contre, la disparition de nos écosystèmes de bisons n'est pas compensée, de l'élan non plus, qui était présent en France jusqu'au Xe siècle, n'est pas compensé, etc. Donc finalement, ça laisse quand même des lacunes. Et puis les méga herbivores qui fréquentaient en fait tous les continents ont disparu hein, donc de nos régions depuis un petit bout de temps. Le troisième constat, c'est d'essayer de placer en termes d'écologie la consommation primaire donc au carrefour de l'écosystème. Donc je vous laisse 30 secondes pour jeter un coup d'œil sur ce schéma qui place donc au milieu cette herbivorie et on voit que ça va avoir des relations donc, et des réactions, hein, action-réaction, sur à la fois donc, la végétation, sur la consommation secondaire avec les prédateurs et les parasites, et bien sûr tout ce qui va se passer au niveau du sol, où il y a beaucoup de choses également qui se passent sous l'impact donc, de l'herbivorie.
Un quatrième constat que je vous propose également, toujours dans cette introduction, un petit peu longue, j'en ai conscience, mais je pense que c'est important, c'est en fait que la notion d'herbivorie est une notion qui est souvent faussée par l'agronomie, parce que en fait, l'homme a inventé quelque chose qui est assez intéressant, qui s'appelle le foin ou l'ensilage, c'est-à-dire la façon de détourner une partie de la production primaire pour la restituer donc à des herbivores donc en période hivernale. Mais en fait, les herbivores, en général, ils n'hivernent pas. Ils ne vont pas se mettre dans un trou et attendre que le printemps arrive. Donc il faut qu'ils se sustentent donc, de l'automne au printemps. Et ça, et quand il n'y a plus trop d'herbe, comment ils vont faire? Eh bien, ils ont deux façons de le faire. La première façon, ça va être de prendre, si vous voulez, des réserves corporelles très importantes, notamment en consommant des fruits d'arbres durs, hein, des frênes, des glands, des châtaignes, etc. Et ça va, si vous voulez, hypothéquer aussi le renouvellement donc, forestier à travers toutes ces semences finalement qui vont terminer dans un tube digestif. Et puis quand ces fruits ont un petit peu disparu, l'hiver s'approche, et bien les animaux vont également s'en prendre aux écorces, aux rameaux, aux jeunes ligneux, et toujours avec cette double conséquence, autant les fruits leur avaient donné, si vous voulez, des réserves corporelles conséquentes, autant cette nourriture moins riche va leur faire perdre en fait ces réserves corporelles. Mais on aura donc un impact double, un impact sur le renouvellement donc, forestier éventuel et aussi une diminution des réserves corporelles. Et c'est très bien puisque les animaux, s'ils prenaient du poids et de l'engraissement d'une année sur l'autre, ils finiraient par exploser. Enfin, je caricature un peu, mais c'est un peu normal donc d'avoir une perte de poids qui suit donc cette prise de poids donc de la belle saison. Donc vous avez un exemple d'un taurillon qui est en train de consommer du saule. Et vous voyez une adaptation, si vous voyez à gauche de l'écran, donc ce n'est pas du crottin de cheval, c'est du crottin de bovin. Donc le tube digestif et le faciès microbien qui va avec donc s'adaptent en fait à une nourriture plus ligneuse, ce qui montre qu'en fait les herbivores, ils ne sont pas toujours herbivores, ils sont capables également de manger pas mal d'autres choses du règne végétal. Voilà quelques exemples et un contre-exemple. Par exemple, dans le nord de l'Espagne, du côté de Somiedo, donc vous avez ces houx qui ont pris cette forme un peu de diabolo sous la pression donc, des cervidés. En bas, je suis désolé, la photo est un peu floue, mais le bison commençait à me regarder d'un drôle d'œil quand je l'ai photographié. Il le voyait avec sa langue, il essaye d'attraper, donc il y arrive une branche de frêne. Et le contre-exemple, c'est ce jeune chêne qui arrive à pousser parce qu'il est protégé par un roncier donc, tout autour. Quand le roncier aura disparu, peut-être que ses chances deviendront un peu plus minces. Alors, quelques points également qui intéressent un peu notre session liée à la gestion. En fait, on peut avoir deux types de gestion dans nos zones humides. Une gestion plutôt mécanique et une gestion par du pâturage, notamment avec des animaux rustiques et notamment en extensif. Et c'est intéressant de s'interroger sur un certain nombre de paramètres comme la naturalité, la biodiversité, la diversification, l'eutrophisation, le stress écosystémique, la continuité des cycles biologiques, la destruction instantanée d'espèces ou la production d'espèces fourrages, comme par exemple les londriques. Je n'ai pas trop le temps donc, de développer tout ça, mais on pourrait le faire à d'autres moments. Et vous voyez quand même que la gestion par le pâturage est sans doute plus profitable, disons, à l'ensemble de la biodiversité que des actions plus mécaniques de fauche ou de broyage, qui induisent un certain nombre quand même de soucis. Alors j'ai coutume de dire que l'herbivore, en fait, en prenant modèle sur les travaux agricoles, est un outil multifonction. Il a à l'avant un broyeur. Alors le broyeur est de plusieurs types parce que selon que la langue est plus ou moins préhensile, comme chez les bovins, selon que les lèvres sont plus ou moins préhensiles, comme chez les chevaux ou chez les élans, selon qu'il y a des incisives à la mâchoire supérieure ou qu'il n'y en a pas, donc on a différents types de broyeurs. On va ensuite avoir un rouleau, c'est-à-dire c'est le piétinement. Et selon qu'on est un renne, qu'on fait 200 grammes au centimètre carré, un élan, on fait 440 grammes, ou un bovin ou un cheval, on tape entre 750 ou 800 grammes au centimètre carré. Donc on ne va pas avoir tout à fait le même impact. Et puis bien sûr, il va y avoir l'épandeur. L'épandeur, c'est la restitution donc, de ce qui a été avalé et ce qui n'a pas été digéré. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi 20% donc, de produits microbiens qui transitent par le tube digestif de l'animal, qui vont se retrouver donc au sol. Et en fait, c'est la synergie de ces trois actions, si vous voulez,
qui va permettre donc de développer cette notion de multifonctionnalité de l'herbivorie et de toutes les fonctionnalités associées, si vous voulez, qui vont être permises en fait par la présence de l'herbivore. Voilà en résumé, si vous voulez, ce qu'on peut dire en matière de diversité. On va avoir tout d'abord la guilde des herbivores, on va avoir les endocénoses symbiotiques, les parasites, les synusies coprophiles ou nécrophiles, les prédateurs, les mérocénoses d'induction directe, par exemple les insectes floricoles, les microbiotopes créés par l'herbivorie, les corridors écologiques, le développement des écotones et l'activation de la microbiologie du sol. Dans une situation, je dirais, idyllique, c'est-à-dire si j'avais la journée, je développerais tous ces points-là. Je vais juste en choisir quelques-uns donc pour parfaire votre information sur le sujet. En ce qui concerne donc la guilde des herbivores, j'en ai déjà dit quelques points. Les grands herbivores donc, ont été passablement malmenés par l'espèce humaine, les méga-herbivores encore davantage. Et en fait, la plupart des grands herbivores sauvages de l'Europe ont disparu ou en fait ont une répartition relictuelle. La répartition relictuelle est parfois plus que relictuelle, puisque en fait, on est avec des écosystèmes refuges comme les milieux forestiers, alors que la répartition potentielle couvre des complexes d'écosystèmes qui vont en fait couvrir plusieurs biomes. Tout le monde pense que le cerf est forestier. En fait, en Écosse, en milieu ouvert, il vit très bien. Et on pourrait aussi parler de l'élan qu'on croit inféodé aux régions nordiques, alors que sa répartition initiale allait jusqu'au Caucase, et qu'en plein réchauffement climatique, son aire de répartition n'arrête pas donc de redescendre vers le sud, où il a reconquis récemment la Tchécoslovaquie, qui est à la même latitude que la Normandie. Donc dans le nord, on pouvait réintroduire de l'élan, ce n'est pas idiot, il serait dans son milieu. Donc les 5 grands, si vous voulez, herbivores de la faune ouest européenne, les voici, en sachant que le cerf, c'est le plus petit des grands, et le bison peut-être le plus lourd donc des grands. Ce qui est important de savoir, c'est que le roc qui a disparu en 1627 donc, a laissé quand même un peu de génétique derrière lui, et notamment toute une flopée de races plus ou moins archaïques, plus ou moins rustiques. On a à l'entrée donc de ce magnifique centre de Bailleul une collection de blancs-bleus belges. C'est le bonheur des vétérinaires, puisque chaque village doit être fait par césarienne, mais on a quand même des animaux qui tiennent un peu plus debout dans des milieux difficiles, comme la race Camargue, l'Andalouse, en haut à droite, l'Aubrac ou le bovin des Highlands. On pourrait avoir le même discours pour les chevaux. Sur l'endocénose symbiotique, je ne vais pas tout développer parce que en fait, c'est assez compliqué, mais on a quand même des dizaines d'espèces de bactéries qui sont régulées donc en partie par des protozoaires. Donc c'est encore un compartiment de biodiversité. Je n'ai jamais vu un plan de gestion d'un espace protégé qui fait allusion donc, à ces endocénoses symbiotiques. C'est de la biodiversité pourtant. Les parasites, qu'ils soient externes ou internes, on a des centaines d'espèces qui sont impliquées, dont certaines sont en voie de disparition. Merci le ministère de l'Agriculture qui a contraint à la disparition d'une espèce, qui est le varon. Je trouve ça regrettable d'avoir fait disparaître cette espèce, comme il y a 50 ans ou 100 ans ou 70 ans, on voulait faire disparaître la loutre, l'aigle, etc. Donc on a toujours des bonnes raisons pour faire disparaître certaines espèces. Mais ça, c'est encore un plan de biodiversité. J'ai rarement vu ou jamais vu aussi un plan de gestion donc d'un espace protégé ou réputé tel. Donc prendre en compte les parasites. Ce sont des espèces au même titre que d'autres. En ce qui concerne les synusies coprophiles et nécrophiles, c'est le problème des restitutions, si vous voulez, de l'herbivore qui peuvent être quotidiennes, qui peuvent être saisonnières ou qui peuvent être finales, parce qu'il y a bien un moment où ça s'arrête. Alors en ce qui concerne les restitutions quotidiennes, c'est principalement les fécès. Mais il ne faut pas oublier que, par exemple, au niveau des larmes, on a une espèce particulière de diptère donc, qui pompe en fait les larmes. On a des papillons qui aiment bien aussi tout ce qui est à base d'urine parce qu'il y a des substances alcalines, des ammoniaques qui les intéressent. Les restitutions saisonnières, eh bien, sont les cervidés qui vont perdre leur bois, sont les bestioles les plus poilues donc, qui vont faire leur mue. Ce sont les annexes embryonnaires, ça peut être les dentelés, ça peut être voilà, un certain nombre de choses. Et puis, à la fin, c'est l'animal mort. Et l'animal mort, en fait, c'est une source de biodiversité importante parce qu'on n'aura pas les mêmes espèces qui vont s'en prendre au poil, au cuir, au suif, etc. Et on a même un insecte qui est devenu, qu'on croyait disparu donc d'Europe, qui est encore présent en Espagne.
Donc c'est un diptère dont l'écologie est très particulière puisque la larve se nourrit en fait de la moelle osseuse des os longs, donc des grands vertébrés. Donc il faut laisser quand même des cadavres, de la même manière qu'on a compris qu'au niveau d'un écosystème, eh bien, on a, si vous voulez, dans les bois morts, des synusies saproxylophages qui sont tout à fait intéressantes. Eh bien, dans les cadavres, donc, on peut avoir aussi toute une richesse en termes de biodiversité. Il ne faut pas l'oublier. Quelques points également sur les espèces coprophiles. Juste pour rappeler qu'on a environ en France 200 espèces de champignons fimicoles. Et les champignons fimicoles du bovin ne sont pas forcément les mêmes que ceux des chevaux ou des ovins. Donc il y a toute une richesse. On a quelques bryophytes également, donc, notamment dans les splachnacées, qui peuvent également fréquenter les déjections notamment de bovins, notamment sur des terrains peu acides, et sont souvent des espèces assez rares. J'insisterai un petit peu sur la faune des lombriciens parce que, en fait, ce sont des animaux qui jouent un rôle très très important, à la fois au niveau du fonctionnement du sol, mais aussi parce qu'ils nourrissent environ 200 espèces de vertébrés qui vont se nourrir peu ou prou de vers de terre. La bécasse, c'est 90-95%. La cigogne, par exemple, c'est très important au moment du démarrage des cigogneaux parce que un ver de terre, c'est presque de la protéine à l'état pur. Il n'y a pas de poils, il n'y a pas de plumes, il n'y a pas d'os, il n'y a pas d'écailles. Donc ça passe tout seul, ce qui permet au cigogneau qui pèse à peu près 70 grammes à la naissance d'atteindre son poids de forme de 4 kg 2 mois après pour partir en migration. Donc il faut une nourriture qui booste bien. Et vous voyez, j'ai vu une étudiante en thèse il y a quelques années, donc qui avait travaillé sur des milieux relativement neufs de la vallée du Rhône, dans le cadre d'un projet avec la Compagnie nationale du Rhône. Et vous voyez que sur des milieux relativement neufs, on n'a pratiquement pas de biomasse lombricienne. Et dès lors qu'on introduit des animaux, 3 essais avec bovins, chevaux et ovins, eh bien, au bout de 2 ans, on arrive à des tonnages déjà conséquents de lombriques. Et ça va être très important tout à l'heure. On en reparlera notamment en ce qui concerne la gestion de la banque de graines. Les biocénoses d'induction indirecte nous obligent à revenir un petit peu, je vais schématiser, caricaturer, mais vous me le pardonnerez, mais je vous le dis, je ne suis pas botaniste, donc j'essaye d'aller au plus court, en expliquant trois points. Le couple monocotylédone-dicotylédone, donc c'est un premier couple. On va avoir un deuxième bipôle, ce sont les espèces plutôt opportunistes et rhizomateuses par rapport à des espèces plutôt annuelles, plutôt bisannuelles ou bulbeuses ou pivotantes. Et puis un gradient également entre les espèces rases et les espèces hautes. Par exemple, vous avez un Anagalis, un mouron délicat, donc qui ne va pas supporter la compétition avec des végétaux très, très hauts, et donc il va nécessiter en fait un entretien, enfin une pression assez forte pour se maintenir. Et à contrario, vous avez dans ces marais de lin, si mes souvenirs sont bons, les marais de Chautagne, eh bien vous avez un développement d'une espèce relativement haute, le roseau, relativement monocotylédone, et même totalement, et relativement rhizomateuse, ou totalement rhizomateuse. Donc on voit bien, si vous voulez, les termes un peu extrêmes de ce bipôle en matière de strates herbacées. Et en fait, la déprise agricole favorise en général des espèces graminiformes coloniales, que ce soit le roseau, le calamagrostyle, le cladium, la volinie bleue en zone humide, le narred ou le brachypode penné en situation plus sèche. Et inversement, l'intensification, c'est-à-dire le chargement plus fort, voire également des apports d'engrais ou des fauches répétées, etc., vont favoriser d'autres graminiformes qui vont être peut-être plus intéressantes parfois sur un plan agronomique, meilleure valeur fourragère, ou parfois poser problème, notamment le jonc épars en situation humide confère les travaux de Limbourg sur l'impact du piétinement et du poinçonnement sur le jonc épars. Donc, au contraire, si vous voulez, le pâturage extensif va créer un forçage beaucoup plus doux, qui va tempérer en fait tous ces termes de la compétition interspécifique et augmente ainsi la diversité spécifique et la diversité physionomique, notamment en créant des mosaïques. Alors cette diversité va bénéficier en retour aux herbivores parce que plus on a un choix d'espèces grand, plus on a également un choix d'oligo-éléments puisque les espèces végétales sélectionnent de manière différentielle les oligo-éléments, par exemple le saule cendré fournit du zinc, etc.
Et puis on a également un étalement de la disponibilité alimentaire intra-annuelle. J'ai coutume de dire que chez l'herbivore, on reconnaît deux qualités. La première, ce sont en général des bons botanistes, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas manger n'importe quelle plante. Et en même temps, ce sont des bons agronomes parce qu'ils savent à quel moment telle espèce de plante a la meilleure valeur fourragère. Vous avez donc un petit bandeau donc, en frise. En fait, ce n'est pas une roselière d'oiseaux, là, cher Bruno, c'est un fourré donc, de bovins. Dans le cadre d'un doctorat dont j'avais travaillé un petit peu sur les insectes syrphidés, qui montrait en fait que sur des prairies, on a un gradient d'intensification, donc au niveau de la gestion de prairies, les parcelles 1 et 2 sont relativement intensifiées, les parcelles 4 et 5, on est vraiment dans de l'abandon, et le 3, c'est de la partie quelque chose qui est géré de manière extensive. Et on voit que sur un plan donc, à la fois qualitatif et quantitatif, on a un optimum donc, de ces populations de syrphidés, hein, qui sont des pollinisateurs, qui présentent pas mal d'intérêt, donc dans je dirais une gestion douce, mais gestion quand même donc, de ces espaces. Le pâturage extensif, cette pression, je dirais modérée, va en fait permettre l'augmentation du nombre d'espèces de phanérogames, ce qui bénéficie donc aux herbivores, on l'a déjà vu, mais surtout, on considère en général qu'une espèce de phanérogame, c'est en 20 espèces d'invertébrés donc strictement inféodés, hein, donc sténophages, sténoès. Vous avez l'iris des marais avec son charançon de l'iris des marais. Vous avez pour les hyménoptères, donc Macropis labiata, une petite abeille de la lysimate vulgaire, etc. Donc si vous voulez, chaque fois qu'on va avoir des espèces supplémentaires dans un espace, on donne des créneaux supplémentaires donc, pour des éléments considérables donc, de la faune. Et donc, en fait, les plantes à fleurs vont avoir beaucoup d'intérêt pour beaucoup d'étages de la biodiversité, notamment tout ce qui est biocénose floricole. On sait aujourd'hui que les abeilles sauvages sont assez menacées, mais il n'y a pas que les abeilles. On a aussi beaucoup de pompeurs, d'autres pompeurs de nectar, hein, des mangeurs de pollen, des mangeurs de pièces florales, etc. Ils ont leurs prédateurs, hein, sur des araignées thomisides, par exemple, ou des diptères azygidés, etc., qui viennent sur les fleurs se nourrir des précédents. Et tout ça, ce sont des pollinisateurs. Et en fait, le pâturage extensif qui augmente donc les dicotylédones florifères, eh bien, va permettre, si vous voulez, ce développement des biocénoses floricoles. Et la pollinisation va préserver cette diversité génétique, va assurer la production de graines. Les graines vont permettre le développement, dans un second temps, donc des biocénoses granivores. Ça peut être des oiseaux, ça peut être des micro-mammifères, ça peut être des insectes également. Et le surplus de graines va alimenter donc la banque de graines, laquelle banque de graines va ensuite être gérée d'une certaine manière donc, par les populations lombriciennes. Alors, ce petit schéma de synthèse essaye donc de faire le lien entre les trois outils de l'herbivore. Hein. Il broute, il piétine et il restitue au sol. Et donc on va avoir, si vous voulez, toute cette interpénétration en fait, des actions qui contribuent finalement à maintenir en général donc, des milieux ouverts, ce qui n'empêche pas qu'il y ait aussi des zones plus boisées, mais il y a toujours ce retour, si vous voulez, donc, vers l'ouverture des milieux sous la dent donc, des herbivores. Un des derniers points que je souhaitais vous présenter, ce sont les microbiotopes qui sont soit révélés, soit créés par l'herbivore. Révélé, ça veut dire que parfois, dans une prairie, vous aurez quelque chose qui n'est pas forcément complètement plat, complètement uniforme en termes de topographie. Si vous avez une espèce un petit peu coloniale donc, qui se développe, elle va gommer en fait cette microtopographie. Si c'est pâturé, le pâturage va révéler cette microtopographie. On aura à ce moment-là des groupements qui épouseront, si vous voulez, cette microtopographie. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que l'herbivorie va donc également amener un certain nombre de choses, notamment va sculpter, va créer aussi une hétérogénéité au niveau du sol qui peut profiter, notamment en zone humide, à ce petit carabe qui est l'une des espèces les plus menacées en Europe et qui vit donc dont la larve vit dans le poinçonnement lié au cheptel. Les corridors écologiques, on parle beaucoup de trames vertes et bleues. Il faut savoir donc que ces animaux
sont susceptibles de transporter beaucoup de plantes par voie interne ou externe, des animaux également. Le développement des écotones, c'est un petit peu à la suite de ce que j'ai déjà dit en termes de mosaïques. Le pâturage extensif crée des mosaïques. Ces mosaïques sont parfois plus difficiles à appréhender au niveau de la phytosociologie, comme beaucoup de collègues phytosociologues me l'ont rappelé, mais est-ce que c'est la phytosociologie qui doit, est-ce que c'est la science qui doit, la nature qui doit s'adapter à la science ou la science à la nature, quoi. Donc c'est un débat qui peut être intéressant. On va avoir également une activation de la microbiologie du sol au niveau du pâturage, ce qui peut résoudre des problèmes, notamment en ce qui concerne l'accumulation de litière, augmentation des fonctions de cellulolyse et augmentation également de tout ce qui touche, disons, la rapidité du cycle de l'azote, ce qui évite parfois d'avoir trop de nitrophiles dans des milieux encombrés. Alors pour conclure, voici donc deux diapos, donc une expérience sur le Marais Vernier. En haut à gauche, vous avez une prairie qui est à l'abandon depuis une dizaine d'années. Vous remarquez que la strate, on a vraiment une calamagrossidée quasiment pure. Vous avez des petites taches jaunes sur la droite de la photo qui correspondent à environ 30, 40, 50 cm de litière non décomposée pendant toutes ces années. Et déjà une saulée, voire une chaînée, quelques chaînes qui commencent à pousser. Et là, vous avez l'introduction des premiers bovins, des bovins rustiques. Et vous avez 5 ans après la même vache dans la même prairie à la même période, où on est passé, si vous voulez, de 35 espèces à plus de 100 espèces, avec notamment des espèces patrimoniales donc, qui sont réapparues. Et vous voyez beaucoup plus de fleurs, donc beaucoup plus d'insectes floricoles, etc. etc. J'ai loupé une diapo. Voilà, donc je viens tout de suite au niveau des contraintes. Vous rappelez, en guise de conclusion, donc l'écologie est quand même une science nouvelle par rapport à d'autres disciplines, par rapport à la médecine, etc. Donc on a encore beaucoup de choses à apprendre. Il y a souvent un vide scientifique en ce qui concerne l'herbivorie sur l'Europe occidentale, parce que les espèces ont disparu depuis longtemps. Et donc, faut aussi peut-être adapter la phytosociologie aussi à ces mosaïques. C'est un peu plus compliqué peut-être que dans d'autres types de milieux. On a souvent un manque de recul aussi. L'échelle temporelle de l'écologie n'est pas forcément la nôtre. Mais par contre, on a un manque de temps aussi devant une situation d'urgence pour agir. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut étudier encore pendant 50 ans? Il sera trop tard pour un certain nombre d'espèces qui auront disparu. Bon, c'est tout un débat. Après, on peut avoir toutes sortes de contraintes qui sont liées au foncier, les superficies allouées, la disposition des parcelles, le voisinage, des contraintes liées à la nature des zones humides, sur la portance, les conditions climatiques extrêmes, la proximité urbaine, les contraintes réglementaires qui ne sont pas négligeables du tout, sur tout ce qui touche à l'identification, la prophylaxie, le certificat de capacité, etc. Les contraintes liées à la fragmentation. Les herbivores, en général, aiment bien coiffer plusieurs types d'écosystèmes. Quand on protège une tourbière, on ne protège pas forcément le coteau qui est à côté. Et donc, ça peut être un peu plus compliqué. Il y a bien sûr toutes les inconnues liées au changement climatique et à sa cinétique. Est-ce que les zèbres et les buffles sont les grands herbivores de l'Europe de demain? Après tout, pourquoi pas? On a déjà d'autres espèces qui remontent. Après, il y a aussi le problème d'acceptation sociologique, locale ou nationale. Les protecteurs des animaux au sens le plus, je dirais, strict, voire le plus étroit, parfois se posent des questions de voir des animaux qui restent dehors toute l'année. Il peut y avoir des problèmes d'hygiène si on dit qu'on veut garder des cadavres d'animaux pour favoriser soit des vautours, mais aussi d'autres biocénoses. Et on peut avoir aussi affaire à des décideurs, mais qui sont rigoureusement incompétents en écologie, qui ont un avis péremptoire, l'un n'excluant pas l'autre. Et puis en ce qui concerne les porteurs de projets, il peut y avoir aussi de l'autocensure, peut-être parfois un manque d'imagination, peut-être parfois aussi un manque de compétences transversales. Je connais des gestionnaires de réserves naturelles qui ont peur des vaches, alors c'est un peu embêtant s'ils veulent faire du pâturage, etc. etc. Voilà, écoutez mes chers collègues, chers amis, je vous demande juste deux choses. Admettre, donc, dans un premier temps, que l'herbivore est une espèce clé de voûte de l'écosystème. C'est un facteur clé de la biodiversité durable des milieux ouverts ou semi-ouverts. Il vide l'écosystème parce qu'en fait, il le fait vivre au plus haut niveau de biodiversité. C'est par essence un outil qui est intégré à l'écosystème et à sa fonctionnalité. Pour des milliers d'espèces, il est rigoureusement incontournable et c'est un outil de restauration et de gestion de la biodiversité qui est devenu irremplaçable dans un certain nombre de situations. Je vous remercie et désolé d'avoir été un tout petit peu trop long.